va passer au sujet gâter et aimer. Quelle différence entre aimer et gâter ses enfants? Alors j'aimerais en introduction vous raconter une histoire fraîche. Je l'ai dit, lorsque je fais une série comme ça, j'essaye d'en parler autour de moi, d'avoir un peu des échos. Hier soir, j'ai rencontré un ami à moi, c'est un Rosh Yeshiva, donc une Yeshiva Ktana. J'ai dit, j'aimerais une histoire sur l'importance de l'amour entre les parents et les enfants. Il a réfléchi un instant et voilà, j'ai dit ça pour toi. Alors, dans le public Haredi, il y a aujourd'hui un phénomène extraordinaire de tchouva. Il y a beaucoup de gens qui font tchouva et qui deviennent Haredi. Très souvent, trop souvent disons, la tchouva s'arrête un petit peu à des actes, et même avec beaucoup de bonne volonté, on n'arrive pas toujours à intérioriser, à faire des changements profonds dans la manière de se comporter. Et on a parfois des petits problèmes avec comme ça des gens qui ont eu la force et la volonté de changer totalement de cap. Je parle de gens qui n'étaient pas du tout religieux et qui sont devenus religieux, ou des gens qui ont changé. Et trop souvent, dans leur manière dont ils éduquent les enfants, en fait, ils calquent un modèle qu'ils ont eux-mêmes vécu en tant que non-religieux, la manière dont eux-mêmes ils ont éduqué leurs enfants, consciemment ou inconsciemment, c'est pas sur conscience. Donc il y a en fait un cadre extérieur qui s'appelle religieux, mais en fait à l'intérieur il y a encore des manières de faire, des manières de se comporter qui sont issues d'un monde où les valeurs de la Torah ne sont pas présentes. Alors parfois on a une dichotomie entre, d'une part, un comportement extérieur qui est religieux. On voit un père et une mère qui a priori respectent de manière, essaient de respecter de manière parfaite la religion, mais d'autre part, on voit qu'à l'intérieur, des réactions, parfois des réactions primaires, des manières de se comporter, un caractère qui n'a pas été travaillé, des midotes qui ne sont pas présentes. Il y a parfois un comportement qui est très loin d'un comportement de la Torah, et ça pose des problèmes graves parfois au niveau des enfants. Alors ce Rosh Yeshiva, donc, il avait dans sa Yeshiva un enfant, un adolescent, jeune adolescent. C'est une famille qui habite, il y a à Bnei Brak un quartier qui est un peu excentré, qui s'appelle Kiryat Herzog. C'est pas tout à fait à côté de Bnei Brak. Donc une famille Kiryat Herzog. Il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva, qui sont en train de faire tchouva là-bas. Et cet enfant-là, Yeshiva, c'était une catastrophe. Rien n'allait. Des problèmes d'études, des problèmes de discipline, de comportement. C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, c'est pas un jeune, c'est quelqu'un qui a des dizaines d'années d'enseignement derrière lui. Il a un jour convoqué le père. Il dit voilà, ça va pas avec merci beaucoup. Avec votre fils, ça va pas du tout. Et il a discuté avec le père. Conclusion, il a dit au père, vous allez prendre votre fils, vous allez aller avec lui, seulement avec lui, vous allez aller à Jérusalem, vous allez au côté de la Maravi. Donc l'aller-retour, pas pour s'occuper de votre fils, pour être avec lui dans le bus, parler avec lui, l'écouter, etc. Donc, le père ensuite a raconté, donc c'était une expérience. On peut penser à aller à Jérusalem au côté, pour nous c'est banal, non? Mais le fait que l'enfant, l'adolescent, ait été pris comme ça seul avec son père, et que l'enfant s'est rendu compte que son père était avec lui que pour lui. Donc, je rappelle, c'est lorsqu'on veut réussir ce genre de petits trucs, il faut éteindre le portable. Soit le portable, soit les enfants, mais on ne peut pas faire les deux. Donc, l'enfant, pendant tout le trajet aller-retour, le père et l'enfant ont discuté énormément ensemble. Depuis, l'enfant a été métamorphosé. Il a totalement changé. Bien entendu, la relation entre le père et l'enfant s'est intensifiée, donc ça n'était pas seulement quelque chose de khatpami, quelque chose d'exceptionnel. Donc le père a pris conscience qu'il devait donner à son fils, mais l'enfant il a commencé à étudier, l'enfant il a commencé à se comporter comme il faut. Lorsqu'il y a de l'amour, les choses sont vécues différemment. Alors avant de rentrer de continuer notre étude sur donc ces questions d'amour, j'aimerais
encore vous faire le part d'une réflexion. On a aujourd'hui, dans l'approche de la cellule familiale, une déformation, je vais dire, professionnelle. Comment est-ce que trop de maris appellent leur conjointe ma femme, ma femme. Comment est-ce que trop de parents appellent leurs enfants mes enfants, mon fils, mon fils. C'est vrai que c'est notre épouse, entre guillemets, c'est notre enfant. Mais derrière ce mon fils, il y a quelque part une approche qui est erronée. Et je vais vous raconter une histoire qui est ramenée dans Masechet Deches. De nouveau, c'est une braïta, une mishnah. Rabbi Yochanan ben Zakkai a perdu un enfant. Donc, et pendant la Shiva, pendant les 7 jours de deuil, les gens sont venus le consoler. Et c'est un enfant qui était un talmudiste, quelqu'un de réussi, et Rabbi Yochanan ben Zakkai entend une personne après l'autre, et c'était pas des gens, n'importe qui vient essayer de le consoler. Et ça passe pas. Il n'arrive pas à accepter les paroles de consolation. Il y a marqué dans Tana, dans ce Masechet Deches, que Rabbi Elazar ben Azaria est rentré chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il lui a dit, je vais te raconter une histoire. Machal Omar d'avoir donné un roi qui a donné un objet très précieux en garde à un de ses sujets. Donc ce sujet devait garder, était responsable de l'entretien, de la surveillance, etc. de cet objet très précieux. Imaginez-vous qu'un sujet doit garder la couronne royale. Le sujet, sans arrêt, il va vérifier que la porte est bien fermée à clé, qu'il n'y a pas de poussière qui peut abîmer l'éclat de la couronne, etc. Il va sans arrêt s'investir là-dedans, mais il est stressé. Il a une responsabilité. Le jour où il peut rendre cet objet précieux, il y a un souper de soulagement, j'ai réussi ce que je devais faire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a entendu ça, il dit Nichamtan, et tu m'as consolé. Un enfant, pour nous, c'est un picadon. Un enfant ne nous appartient pas. On ne l'a pas acheté. Il nous a été donné par Akadosh Baruch Hu. Nous savons que dans la création d'un enfant, il y a 3 associés. Un de ces associés, c'est donc Akadosh Baruch Hu. Un enfant nous est confié. Nous avons des responsabilités par rapport à un enfant. Nous avons des devoirs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir du plaisir pour l'enfant, j'ai pas dit ça. Mais changer d'approche. Je vais une fois raconter le fameux d'esprit de Rav Yaakov Galinsky, parce que je pense qu'il est vrai tant au niveau de la relation entre les conjoints que la relation entre les parents et les enfants. C'est qu'un mari, lorsqu'il se marie, il a une obligation d'honorer sa femme plus que son propre corps. Il y a marqué dans Chazal, Mechabda yoter megoufa. Donc il faut honorer son enfant plus que son propre corps. En réalité, si on a de l'argent, je peux acheter un habit, c'est le mari va acheter un habit pour son épouse et pas l'inverse. À l'inverse, une épouse, elle a une obligation, elle aussi, par rapport à son mari. C'est quoi Ezu Isha Kshera? Chazal dit c'est quoi une femme Kshera? Une femme Kasher, Badat. C'est Aosar Otzon Baala qui fait la volonté de son mari. Alors Rav Yaakov Galinsky dit toujours, tout va très bien dans un couple lorsque le mari, il a comme adage, comme principe, Mechabda eter megoufa, faut que je nomme ma femme plus que moi-même, et que l'épouse, elle a comme principe, Ezu Shakshira Otsar Baala. Qu'est-ce qui c'est quoi une femme Kshera qui fait la volonté de son mari? Les problèmes commencent lorsque le mari dit à sa femme, oh oh, hein, tu veux être une femme Kshera, ben fais ce que je te demande. Et là, inversement, la femme elle répond à son mari, mais tu sais que Mechabda eter megoufa. Lorsque chacun jette à l'autre ses obligations, c'est là que ça va pas. Et d'où ça provient, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est pas ta femme. Une femme c'est pas un objet. Une femme c'est pas un objet. Une femme c'est une neshama. Les enfants aussi. C'est pas notre propriété. Lorsqu'on s'en rend compte que nos enfants ne nous appartiennent pas, il est trop tard. Lorsque les enfants arrivent à l'âge adulte, et malheureusement
la relation entre les parents et les enfants n'est pas une relation positive, là on se rend compte que notre enfant ne nous appartient pas, il prend ses ailes, il quitte le domicile, et lorsqu'il le quitte de manière négative, c'est terrible, c'est une catastrophe. Donc nos enfants ne nous appartiennent pas, nous avons des obligations par rapport à nos enfants, il faut le savoir. Lorsque on est conscient de cette obligation, parce que Chinour, ce qu'on est en train de voir, éduquer un enfant, j'ai dit lors du premier cours, c'est une obligation, c'est une mitzvah de la Torah d'éduquer nos enfants. Donc on a une obligation, c'est une relation de qualité, c'est une relation de valeur, parce que c'est une mitzvah, c'est pas seulement se soucier de leur bien-être une fois qu'ils seront adultes, c'est pas seulement rechercher dans une descendance une trace qu'on va laisser sur terre, c'est une mitzvah, une obligation d'éduquer nos enfants. Et pourquoi une obligation? Parce que nos enfants ne nous appartiennent pas, c'est un picadon, donc un objet précieux qui nous a été confié, que Dieu nous a donné, pour que cet enfant, pour que ce descendant, cet héritier, soit pas seulement quelqu'un qui nous apporte une satisfaction, mais qu'il soit quelqu'un auquel on donne. Et la première des choses, je vous dis, c'est quelque chose d'essentiel, parce que lorsque j'ai posé hier soir cette question sur le Shiva, qu'est-ce qui manque le plus dans certaines familles? Pourquoi c'est des enfants qui sont ratés, entre guillemets? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc on va quitter aujourd'hui ce sujet, on va aborder la question de gâter un enfant, mais avant de quitter, donc on va encore donner quelques détails, mais il faut être conscient que tout le reste ne sert à rien. Vous avez des gens qui ont écrit des bouquins entiers sur l'éducation, ils ont raté l'éducation de leurs enfants. Pourquoi? Parce que même si au niveau théorique on connaît le mode d'emploi, on sait exactement ce que c'est la pédagogie, etc., mais si on n'est pas capable de donner de l'amour à un enfant, ça ne marchera pas. Et inversement, il y a des gens, ils n'ont jamais eu de réflexion profonde sur l'éducation, ils réfléchissent pas, ils font parfois des grosses bêtises, mais lorsqu'il y a de l'amour, un amour réel, les enfants ils sortent bien. Alors ce qu'on était en train de voir la dernière fois, à la fin du cours, c'est on a commencé à voir les différents niveaux, les différents paliers dans la manière de donner de l'amour. Donc on a vu que donner de l'amour, ça commence dès le plus jeune âge. Un bébé a besoin de ressentir qu'on l'aime, il a besoin de ressentir un contact physique. Donc plusieurs fois par jour, il faut prendre son bébé dans ses bras, l'embrasser, le cajoler, pas seulement la mère, le père aussi. Donc on parlera de gâter un enfant, il y a un pleur de gâterie, je ne parle pas de gâter un enfant, mais je parle de donner à un enfant, l'enfant doit ressentir de l'amour. On a terminé le cours la semaine dernière avec l'enfant qui est en âge du jardin d'enfants. Il a vu l'importance de la présence d'un des parents lorsque l'enfant revient du jardin d'enfants. Présence, pas seulement dire une présence physique, mais une présence veut dire que l'enfant, lorsqu'il rentre à la maison, il doit ressentir qu'on l'a attendu. Là aussi, il faut le prendre dans les bras, il faut l'embrasser, le cajoler, lui montrer qu'on est content de le revoir, l'écouter. J'ai une fois eu la remarque d'une prof, donc elle n'était pas responsable du jardin d'enfants, mais elle m'a dit dans notre génération, ce qui se passe dans les écoles, c'est triste. Je me dis, les enfants, lorsqu'ils ont fait un joli dessin, ils l'amènent à moi, les enfants du jardin d'enfants, parce que j'ai une présence dans l'école, c'est quelqu'un de connu, et comme les parents n'ont pas le temps de regarder les dessins que font leurs enfants au jardin d'enfants, ils viennent me le montrer à moi. C'est très triste, mais c'est une réalité. C'est une réalité lorsque les parents travaillent et que l'enfant il passe du jardin d'enfants à ce qu'on appelle en hybride le tzoharan. Tzoharan, c'est une expression moderne pour dire que c'est une crèche qui sert à faire le relais entre le jardin d'enfants et le moment où un des parents va se dévouer pour rentrer à la maison. Lorsque l'enfant il sort donc du jardin d'enfants, il ne rentre pas à la maison, ou lorsqu'il entre à la maison, c'est une employée qui le reçoit, ou même si c'est la mère, mais la mère est au téléphone, ou le père il est dans son ordinateur, il ne veut pas qu'on le dérange, etc. Mais l'enfant, il ne reçoit pas quelque chose d'essentiel, il ne reçoit pas de l'amour, il n'a pas d'amour, il rentre à la maison, pour lui l'amour, le foyer devient un endroit technique, il fait une escale technique entre le jardin d'enfants et donc là où il y a fait l'après-midi, alors qu'en fait un foyer juste, ça doit être un havre de paix, de chaleur et d'amour, et l'enfant, lorsqu'il n'est pas reçu, lorsqu'on ne prend pas le temps
l'énergie, parce que ça demande de l'énergie, de recevoir son enfant. Et ce que je vous dis par rapport à recevoir son enfant, c'est pas seulement vrai, on va le voir plus tard au niveau du jardin d'enfant, mais ça commence dès le jardin d'enfant. Lorsqu'on n'est pas présent, il n'y a pas de présence de la mère. Lorsque l'enfant rentre à la maison, un enfant, même au jardin d'enfant, il a des épreuves, il y a des conflits, il s'est bagarré. La ganénette l'a pas écouté, il sent qu'il y a une injustice, il a souffert. Il a aussi eu des réussites, il a réussi, il a pris une nouvelle lettre, il a fait un travail manuel, il veut raconter à sa mère qu'ils sont allés se promener au jardin public et qu'il a vu telle et telle chose. Mais s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de présence réelle pour écouter l'enfant est frustré dès le plus jeune âge. L'enfant va grandir de manière froide, sans chaleur. On a tous besoin parfois de raconter, de parler. Nous aussi les adultes. Et c'est un besoin qui est inné dans l'homme, c'est un besoin social. L'homme, lors du premier cours, on a parlé de la différence entre le système animal et le système humain. Chez les animaux, il n'y a pas de relation entre les enfants et les parents. Dès le plus jeune âge, ils quittent. Dès qu'ils sont indépendants, il n'existe plus. Je vous ai dit que la mère poisson mange ses propres enfants. Donc, mais chez l'homme, il y a un besoin inné de relations sociales, et ce besoin, il commence dès le plus jeune âge, et les parents doivent s'investir dans cette relation, et doivent se remettre en question, faire parfois des choix, parce que c'est un choix parfois au niveau de la carrière, entre guillemets, du travail. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à donner à nos enfants, ou on cherche un certain standing, un certain niveau de vie, qui implique un travail qui prend la personne, et la personne, les parents ne sont plus présents pour donner à l'enfant. Donc, alors ce que j'ai dit, donc je le dis au niveau du plus jeune âge, donc au niveau du jardin d'enfant, il faut une présence lorsque l'enfant rentre à la maison. Il faut donc faire une kabbalat panim, il faut montrer à l'enfant qu'il est attendu. Je donne un exemple concret. Nous avons tous grandi ici en France. Quelle est la différence entre le médecin français et certains médecins israéliens? Quelle différence? Je veux la dire. Je pense que les médecins israéliens sont tout aussi compétents que les médecins français, s'il va plus. Mais Rabotaï, vous vous rappelez quand on rentrait chez le médecin de famille, on s'assoit en face de lui en France, son sourire, comment allez-vous, etc. Il y a déjà 50% de la maladie qui a disparu, parce qu'on est conscient que on rentre en Israël, nous, t'as vu mettre ta carte magnétique, bah t'as croché avec l'Iba la saute, ma carole, nous, d'abord, par nous. Alors, techniquement, c'est un bon médecin. Et il n'en veut pas. Il y a un système qui fait qu'il doit sortir un temps de patient, etc. Donc, il n'a pas le temps, il ne veut pas se donner. Et donc, ce qui fait que nous, si l'acte d'aller voir un médecin, c'est un acte technique, techniquement, il est au point, non. C'est pas seulement ça. On a besoin d'une relation. Derrière l'analyse technique d'un problème médical, on a besoin d'une relation. Alors c'est vrai pour un acte qui est banal. Je prends un autre acte. Il y a deux magasins. Ils sont à égalité de prix, et parfois dans certains cas, il y en a un qui est plus cher que l'autre. Il y en a un qui est plein, l'autre il est vide. Tout dépend du sourire du propriétaire. Il y a des magasins dans lesquels on a envie de rentrer, et il y en a dans lesquels non, on n'a pas envie de rentrer. Pourquoi? Parce que un bon commerçant, c'est d'abord le monsieur qui sait sourire. Prenez le coiffeur. J'étais chez le coiffeur hier soir. J'ai analysé, je réfléchis. J'ai regardé le client d'avant. Bon. Il a fini de se faire couper les cheveux. La grosse poignée de main. Pourquoi? Mais parce que ça donne au client envie de revenir. De sentir que c'est pas seulement un acte technique, qu'il y a une relation humaine. On est tous des humains. Un homme a besoin de relations sociales, a besoin de sentir qu'il apprécie, a besoin de chaleur. C'est vrai dans tous les moments de notre vie, mais nos enfants, c'est les premiers nécessiteux. Alors, je passe maintenant à l'âge scolaire. Alors, il est évident que la manière de donner de l'amour diffère un petit peu. Mais là aussi, un enfant, il rentre de l'école, il faut l'embrasser. Un enfant quitte la maison pour l'école,
pour le lycée, là aussi, faut pas dire dépêche-toi, tu vas arriver en retard. Non. Rentre-tu à la maison, je t'attends, je te l'envie. Montrer qu'on l'aime. En quittant, montrer qu'on aime l'enfant. Il y a une question qui est célèbre. La Gemara demande comment les femmes vont arriver à avoir un grand sachar comme les hommes dans l'Olam Haemet, dans le monde futur. Comment est-ce qu'ils vont avoir un sachar? Nashim Maïzachian. Les femmes n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah. Elles n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah, donc pour elles, elles n'ont pas d'Yetzerara. Pourquoi les femmes vont plus à des cours que les hommes? Parce que pour elles, il n'y a pas d'Yetzerara. Comme elles ne sont pas obligées d'y aller, elles y vont. Nous, les hommes, on est obligés d'y aller, et donc on y va plus difficilement. Mais lorsqu'on y va, le compteur, il chiffre. Pourquoi est-ce qu'à Ranana, à 7h30 du matin, il n'y a pas 300 personnes? Parce que je pense que le sujet qu'on est en train d'étudier, c'est qu'ils ne sont pas venus, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Ils ont aussi besoin de dire ça. Mais c'est pas facile. Hein, je vous admire beaucoup parce que ça, se lever chaque semaine et pour écouter un cours comme ça tout le matin, c'est pas évident. Mais les femmes, elles n'ont pas le même sahara parce qu'elles n'ont pas d'obligation d'étudier. Comment est-ce qu'elles vont être zochées? Comment est-ce qu'on va avoir le droit au sahara? Il y a marqué Nashim et Maïzachian. C'est le fait d'attendre et d'accompagner le mari et les enfants lorsqu'ils vont étudier. Le fait qu'une mère, elle accueille son fils lorsqu'il revient de l'école, qu'elle a cette présence. Elle est au téléphone avec sa meilleure copine de France. Et elle dit, écoute, désolé, mais je ne peux pas continuer, il y a quelque chose qui s'est passé. Rien de grave, mais elle raccroche. Et elle reçoit son fils. Donc, son fils, sa fille, c'est la même chose. Dans la Gemara, on a toujours entendu cet enseignement qu'au niveau du mari. Dans la Gemara, il y a marqué qu'il attend le mari et les enfants. Oui, le mari et les enfants. Ouais. Ouais. Vous avez entendu seulement au niveau du mari? Ah non, c'est les enfants. Non, c'est les enfants aussi. Donc je vous rappelle le Hello are you, vous vous rappelez là dans l'avion? Ouais, Hello are you. Bon, on a vu ça il y a quelques temps. Donc le fait de donner l'impression à l'autre qu'il est, et là c'est vraiment froid, artificiel. Dans l'avion, le steward qui reçoit les passagers les uns après les autres avec un grand sourire jusqu'aux lèvres, la personne qui va avoir un petit peu de réflexion, c'est très bien que parfois vous rentrez dans Air France, vous sentez un antisémitisme comme ça, fort et puissant, caché derrière un sourire de façade. Bon, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de place sur elle, on a pris à France, mais le sourire est là, et ça marche quand même. Bon. Alors, un enfant aussi, il rentre chez lui à la maison, il a besoin de ressentir, même à la scolaire, d'avoir de l'écoute. L'enfant qui grandit, ses besoins de se confier, ses besoins de raconter, si ces besoins ne sont pas exaucés, s'il n'y a pas d'écoute, il va se dire on ne m'aime pas. Si l'enfant il rentre à la maison, il n'y a pas de présence réelle, alors c'est sûr que tout va dégringoler. Alors il faut poser la question, mais Rav Dreyfus, mon fils, lorsqu'il rentre de l'école, c'est pour me dire qu'il s'est fait renvoyer pendant le cours, c'est pour dire qu'il a eu la dernière interrogation écrite, c'était une catastrophe, qu'il n'a pas envie d'aller à l'école, que le prof il est casse-pied, qu'il en a. Bon. Alors comment accueillir un enfant qui rentre comme ça et c'est chaque fois un blâme, c'est chaque fois avec de l'amour. La seule manière de changer ça, la seule manière de changer, d'essayer de faire marche arrière, d'essayer de changer les choses, c'est donner de l'amour à l'enfant, de dire je t'aime, je suis content de te voir. C'est bien que ça fait longtemps que je t'attends. Je suis très content de te voir. Comment est-ce que tu fais? Tellement chouette. L'enfant doit entendre. Essayez. Vous avez le maître qui vous vient de vous téléphoner. Ah, c'est cool. Pardon. Mais on l'a vu à cette dernière. On l'a vu à cette dernière. Votre enfant, vous l'aimez.
même si vous faites des petits ou des grands soucis, on aime ses enfants. On les aime. Et donc il faut le dire, cet amour, on doit le dire. Cette semaine encore, il y a une Française de Beit Vegan. Elle a un problème avec un adolescent. Et c'est une femme qui réfléchit. Et j'ai posé les questions classiques. J'ai pas de baguette magique, et puis franchement, j'ai pas le temps vraiment de gérer les questions familiales parce que ça demande un grand investissement. Alors j'ai une baguette magique, c'est l'amour. Je me dis, madame, est-ce que vous aimez votre fils? Bien sûr. Est-ce que vous lui dites? Là, c'était au téléphone, il y a eu un silence. Je dis, mais c'est un problème de réseau, non, c'est pas un problème de réseau. Mais il le sait. Alors, c'est une famille où ils exigent des enfants. Je dis, mais madame, lorsque vous n'êtes pas content de votre fils, c'est ce qui ne va pas. Est-ce que vous vous dites, il le sait, j'ai pas besoin de lui dire? Non. Alors, votre enfant a besoin d'entendre que vous l'aimez. Il ne le sait pas. Ce qu'il sait, c'est que vous le critiquez. Il sait que lorsque ça ne va pas, il l'entend tout de suite. Mais lui dire que vous l'aimez, vous ne le dites pas. Dites à votre enfant que vous l'aimez, les choses vont changer. Donc, en fait, le seul remède, lorsqu'il y a un problème au niveau de la relation avec les enfants, le seul remède efficace et qui marche, c'est changer, positiver, commencer à donner de l'amour. Alors, je vais passer maintenant à l'adolescent, oui. Par contre, est-ce que c'est important que cette expression d'amour soit concomitante avec le fait qu'il rentre de l'école? Parce que justement, ce qu'on vient de voir, il revient avec, on va dire, particulièrement des raisons que l'on ne soit pas très content de lui. On peut lui dire après, quand il fera quelque chose de bien, qu'il est quand même. Non, c'est pas dire des compliments. Pas dire des compliments. On n'a pas besoin de dire je suis content que tu aies un 0 pointé. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, mais montrer qu'on est content de voir l'enfant. On est content de voir l'enfant. On veut le voir. Il doit ressentir que chez lui, il est bien. Donc, ressentir qu'on l'aime. Alors, je dis pas que c'est facile. D'exprimer de l'amour tout en n'étant pas content de le voir. Je comprends pas. Il y a deux choses. Vous êtes content de le voir. Vous êtes fâché parce qu'il a fait des bêtises. C'est deux choses différentes. Je sais, je vais te mettre une claque. Non, de claque. Parce que si c'était le petit voisin qui rentre avec une mauvaise note, je m'en fiche complètement. Oui, bon, mais c'est un travail qu'on doit faire. Oui, je suis pas sûr qu'il arrive à bien comprendre. Non, mais c'est à vous. Il ne doit pas le comprendre, il doit le ressentir. S'il doit le comprendre, c'est un problème. Non, parce que il faut. De la même manière que s'il a une preuve d'amour systématique, il va recevoir cet amour. À certains moments, il revient, il a une bonne note, il reçoit de l'amour, il va faire le calcul. Si je suis aimé, c'est parce que j'ai eu une bonne note. Oui, si quand je reviens avec une mauvaise note, je suis pas aimé. C'est bien ce que je dis. Il faut que ce soit Ava, Sheina, Tluya Badavar. Il faut l'aimer parce que c'est notre fils. Même s'il fait des bêtises, on l'aime. On l'aime. Parfois, c'est dire, parce que l'enfant aussi, si l'enfant pour lui c'est aussi un échec. S'il ressent chez son père que, en fait, pour le père, le père il a mal. Il a mal, il souffre pour l'enfant aussi. C'est aussi de l'amour. Donc, si le père ou la mère font ressentir à l'enfant que il y a eu un problème, c'est pas qu'on est remis en question que notre ego est atteint, mais c'est que on compatit avec lui, parce que l'enfant aussi, pour lui c'est un échec. Il n'est pas fier de lui, il n'est pas content de lui. Mais que le père ressent et dit, bon, c'est pas grave, la prochaine fois ça ira mieux. Je te comprends, l'interrogation c'est difficile, et sans arrêt vous avez des interrogations, etc. C'est dur, etc. Non, l'enfant il va ressentir qu'il a quelqu'un qui le comprend. Pardon? C'est parce qu'il n'a pas travaillé. On peut le dire, on te comprend. Mais le critiquez, je veux dire, ne critiquez pas, ça ne sert à rien. L'enfant il peut sentir, on dit aussi que bon, on n'est pas des imbéciles. Quand il travaille, quand il a une menace qu'il n'a pas travaillé, d'accord. Oui, c'est deux choses. Ça remet en bas. L'enfant c'est un fainéant, il fait rien. Mais on l'aime quand même. Il fait rien.
mais on l'aime quand même. Il doit le ressentir. C'est deux choses différentes. C'est deux choses Non, différentes. C'est lié, parce qu'on l'aime pas, c'est pour ça qu'il fait rien. Oui, Si on avait plus d'amour, il aurait plus de courage. Non, ce qu'on a vu il y a 2 semaines, on a vu que l'enfant qui va sentir de l'amour, il va vouloir prouver à ses parents qu'il a droit à cet amour. Il va vouloir le prouver, dire c'est bien que vous m'aimez. Et encore une fois, l'amour c'est quelque chose d'inconditionnel. Je vous racontais ça la semaine dernière, l'enfant qui s'est blessé en faisant une bêtise qu'il n'avait pas le droit de faire, mais ses parents à l'hôpital, il l'aime, même s'il fait des grosses bêtises, on aime son enfant. Et donc l'enfant fait des bêtises. C'est deux choses, il y a le registre scolaire. Nous on a en plus, nous les Français, la place des résultats scolaires est disproportionnée. Chez nous, dans le système scolaire français, je ne sais pas comment c'est à Ranana, là-bas. Moi, je rappelle quand j'étais gosse, on n'aimait pas l'école en France. Vous aimiez aller à l'école? Oui. Bon, je sais pas, le primaire, je ne me rappelle pas, mais le secondaire, c'est le stress, les interrogations écrites, les devoirs, les compositions, etc. Il y a un stress. Je vois chez mes enfants. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas contents qu'il y ait des vacances, mais ils aiment l'école. Il n'y a pas du tout le stress qu'on avait en France. Il y a pardon? Ici en Israël, oui. Mais c'est bien. Pourtant, ils ont moins de vacances qu'en France. Mais c'est du kiff. Pardon? Il y a moins de vacances qu'en France. Mais 2 mois et demi de vacances que les vacances d'été. Ouais, c'est... Non, mais je parle des écoles. Hein, il y a beaucoup moins de vacances qu'en France. Bon, alors, on reprend. Je passe maintenant à l'âge de l'adolescence. L'adolescence, c'est un âge qui est très difficile à vivre. Je veux dire pourquoi? Parce que l'adolescent, d'une part, la manière dont on l'analyse, c'est un adulte. Je crois même un garçon, il est bar mitzvah, il fait le bat mitzvah, donc tu es grand. Alors qu'en fait, on sait très bien que même s'il a des obligations par rapport à la Torah, qu'il a atteint un certain âge de raison, mais ça reste un enfant. Hein, il est encore enfant. En plus, l'enfant qui grandit, il y a des changements au niveau de son corps, il y a des changements au niveau de toute l'ambiance sociale. Les difficultés, plus l'enfant grandit dans le système scolaire, même en Israël, plus il y a les exigences. Et c'est un peu tacharout, la compétition. En français, il y a, c'est pas compétition, il y a sans arrêt réussir, etc. Et les exigences. On veut que notre enfant soit toujours dans le top. Et à l'école, il y a sans arrêt ce qui fait que l'enfant, on lui met parfois des défis qui sont des défis d'adultes, alors qu'en fait, l'enfant est encore enfant, il a encore des besoins affectifs. Bon, il a des besoins affectifs, il reste chez l'adulte, mais des besoins, il a besoin de retrouver de la chaleur, de retrouver lorsqu'il rentre à la maison, ça y est, c'est fini, je suis chez moi, je me sens bien à la maison. Alors, je veux dire ce que j'ai été consulté il y a relativement très longtemps par un enseignant dans une école il fait partie du top au niveau des écoles du mouvement Mizrahi. C'est à peu près l'équivalent de Darkei Noam, de Ptartika que vous connaissez. Donc c'est ce qu'ils appellent à Jérusalem, on va dire que c'était à Jérusalem, une très bonne école. Vraiment avec des enseignants, le prof, ce monsieur je le connais, c'est quelqu'un qui venait à un de mes cours, un monsieur de qualité. Il me dit voilà, dans sa classe, Kitavav. Kitavav, c'est des enfants de 11-12 ans. Bon, il y a eu dans Darkei Noam, les garçons et les filles sont séparés. Ils sont séparés. Et bon, il y a eu une histoire là-bas. Il y a deux garçons, 2 filles qui se sont rencontrés en cachette, etc. On fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Bon, il a pris conseil avec moi pour savoir comment gérer ça. Bon. Je lui dis, je ne pense pas qu'on doit en faire à 11-12 ans chez un garçon. C'est pas qu'il est précoce. Je pense pas que c'est pas du tout le même problème qu'un garçon de 16-17 ans hein, qui va avec une fille. Bon, je pense que mais j'ai quand même déjà à l'époque j'avais réfléchi au pourquoi de la chose. Pourquoi est-ce que il y a une attirance qui est tellement forte entre les garçons et les filles?
peux vous dire une réflexion d'une responsable éducative dans ce système scolaire qui est, c'est pas laïque, hein, c'est quand même un système qui est religieux, avec des valeurs religieuses. Et j'ai entendu cette phrase qui était terrible. Elle dit, dans notre système scolaire, une fille qui n'a pas un petit ami, elle se sent une asociale. Une fille, donc, dans ce qu'on appelle le tichon. Tichon, donc, c'est le lycée religieux. Une fille qui n'a pas un petit ami, elle se sent une asociale. Toutes les copines ont un petit ami, elle n'en a pas. Et malheureusement, pour certains garçons aussi, il faut qu'ils aient une chavera, une petite amie. Alors pourquoi est-ce que c'est trop fréquent? Je ne dis pas que c'est partout comme ça, je ne veux pas généraliser, mais quand même cette histoire d'une bonne, et c'est vraiment au niveau éducatif, c'est beaucoup mieux que beaucoup d'autres écoles. Comment ça se passe? Alors, je reviens à nos moutons, l'absence d'amour. Et je m'explique. Dans un milieu qui est entre guillemets ouvert à tout, et ouvert à beaucoup de choses, entre autres, il y a la télévision. Et de nouveau, je ne me place pas au niveau de l'analyse religieuse de la télévision. Mais qu'est-ce qu'il voit un enfant à la télévision? Il regarde, des garçons regardent du sport, c'est vrai, mais ils regardent aussi beaucoup de films. Et qu'est-ce qu'on voit dans un film? On voit de l'amour. Que ce soit un western, que ce soit un film policier, que ce soit, je ne sais pas, il y a toujours une histoire d'amour. Je ne sais pas, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais il faut qu'il y ait une histoire d'amour. On ne peut pas faire un film sur l'espionnage sans qu'il n'y ait pas une histoire d'amour avec. Qu'est-ce que les chants laïques, non juifs? J'ai pas fait d'analyse statistique, mais lorsque je suis dans un bus et que j'entends une chanson, 50% des cas, que ce soit en français, en anglais ou en hébreu, ça tourne autour de l'amour. Alors un enfant, un adolescent donc, qui est exposé sans arrêt à ce genre de clichés, et en plus on lui montre que l'amour c'est beau, il en a sorte d'amour, il dit il me faut de l'amour. Alors si cet enfant, chez lui à la maison, il reçoit de l'amour, fantastique, il a de l'amour, il est aimé, il aura, je ne dis pas qu'il n'a pas de yetzera, surtout un garçon, c'est pas toujours la recherche de la relation sentimentale, c'est parfois quelque chose de beaucoup plus physique, le désir. Mais il y a aussi un aspect sentimental. Chez un garçon de 12 ans qui fait ça, je pense pas que c'est encore un besoin, vous appelez ça niveau physique, c'est trop tôt. Donc il y a une recherche d'un certain sentimentalisme. Il a vu, etc., et comme trop souvent il n'y a pas assez d'amour chez lui à la maison, il va rechercher cet amour ailleurs. Et ce qui provoque, c'est mon analyse, je me trompe peut-être, je peux pas la prouver, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est une réflexion que j'ai. Pourquoi est-ce que cette phrase tellement terrible, une fille qui n'a pas un petit ami, elle se sent une asociale? Alors pourquoi c'est terrible? Je l'ai dit déjà une fois, lorsque un enfant, un adolescent, il a trop de clichés sur le disque dur, il a des images de son adolescence, il a des souvenirs. Lorsque cet enfant, cet adolescent va se marier, il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, parce qu'elles sont imprégnées, parce que c'est des sentiments, c'est quelque chose de fort. Très souvent ça prend la tête, ça prend le cœur, c'est des choses qui restent, qui laissent des traces, et qui à vie parfois vont créer dans le conscient ou dans l'inconscient des comparaisons. Et donc le fait d'avoir fait certaines choses, d'avoir vécu certaines expériences avant le mariage avec quelqu'un qui ne va pas être son conjoint, mais avec son conjoint, c'est une autre paire de manches, va laisser des traces. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a aujourd'hui tellement de problèmes de Shalom Bayit, c'est le fait que nous vivons, que la société, une certaine société qui est trop libertine, on fait tout, presque tout, avant le mariage, ce qui fait qu'une fois qu'on est marié, il y a des choses qu'on a fait qui laissent des traces, qu'on ne peut pas effacer, c'est ineffaçable, et à vie. Je vous l'ai dit une fois ramené cette Gemara, la Gemara dans Psachim, qui dit qu'un veuf qui se remarie avec une veuve, il est marqué qu'ils sont à 4 dans le même lit.
Et pourtant, un veuf et une veuve, c'est une épreuve qu'ils ont perdu. Un veuf et une veuve, c'est une épreuve qu'ils ont perdu. Mais il y a des souvenirs qu'on ne peut pas effacer. Et alors, ces souvenirs, donc là, c'est une épreuve que Dieu a voulu. Mais lorsque un adolescent va trop loin, fait des choses qu'il ne doit pas faire, à vie, il se mutile. À vie, il va être handicapé. Parce qu'il ne sera pas à deux dans sa chambre à coucher, il sera avec des souvenirs qu'on ne peut pas effacer. Alors, ces souvenirs, aujourd'hui, le fait qu'il y ait... Encore une fois, je ne suis pas un flic. Hein, je ne vais pas venir chez vous, prendre la télé, la balancer par la fenêtre. Mais lorsque l'enfant, d'une part, il est exposé à ce genre d'images, et d'autre part, il y a une absence ou un manque d'amour, l'enfant va chercher de l'amour ailleurs. Donc ça, c'est le problème de l'enfant qui devient adulte, donc de l'adolescent. Donc, comprendre son enfant, comprendre son adolescent, il faut parfois intervenir auprès des profs. Lorsque l'enfant, l'adolescent ressent qu'on se soucie de lui, que le père, il a parlé avec le prof. D'abord, je précise que dans une classe, je ne sais pas combien ils sont à Ranana dans une classe, mais ils sont à 20, à 30 ou à 40 parfois. L'enfant dont le père a téléphoné au prof et téléphone régulièrement, une fois, au minimum une fois par mois. L'idéal, c'est une fois toutes les 2 semaines. Ben, l'enseignant, il aura une autre approche. Il y a dans les écoles, il y a à chaque fois le mchanech ou la mchanechet, donc le responsable éducatif. Donc il faut avoir une relation régulière avec cet enseignant. Pas seulement 2 fois par an lors de la réunion des parents d'élèves, mais il faut prendre le numéro de téléphone et communiquer. Et donc d'abord ça enlève beaucoup parfois d'incompréhension. On arrive lorsqu'on communique, on comprend ce qui se passe, et l'enfant qui ressent que le père ou la mère se soucie de l'enfant et le comprend. Et parfois, lorsqu'il y a une difficulté, il est là pour appeler la difficulté qu'il y a eu entre l'enseignant et l'enfant. Cet adolescent, il va mieux vivre donc sa relation. De nouveau, c'est de l'amour, c'est du temps, ça prend la tête, mais il faut le faire. Un détail qui est important, c'est à la maison, il faut baisser un petit peu certaines barrières. Donc certaines exigences que l'école ou le tichon demande à l'enfant, il faut savoir lever le pied de l'accélérateur. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas comment ça se passe à Ranana. De nouveau, lorsque mes garçons sont en vacances d'Aïshiva, la seule chose que je fais par rapport à la tfila, je les réveille pour qu'ils disent Kriyat Shema avant la fin du Zman Kriyat Shema. Mais s'ils veulent aller prier à Bnei Brak, vous avez un minyan aussi à 8h30, s'ils veulent après 8h30, on après 8h30. Je leur dis pas quand. À l'Aïshiva, ils doivent être à 7h pour la tfila, mais en vacances, tu fais ta tfila, alors tu as mis à 8h30, tu vas à 8h30. Il y a des choses que un enfant doit ressentir qu'à la maison, il y a moins de contraintes que dans le système dans lequel il est. Je ne dis pas qu'on doit tout lâcher, on parlera du problème de la gâterie. Mais un enfant, les exigences à la maison doivent être moins strictes, il doit ressentir que à la maison, c'est quand même des choses on peut faire certaines choses qu'on ne fait pas en dehors. Tu vas à la 8h30 ou tu peux faire aussi à la maison? L'enfant, il va. Je vous dis, le problème, Rana, je ne sais pas s'il y a mis à 8h30, pour ça que je ne sais pas quoi. Je suis conscient du problème. Hein. Pardon? Ouais. Mais l'enfant de lui-même, je peux dire, un de mes enfants, même pendant les vacances, il a envie de comment il va tôt. Est-ce que ça va, on va se dire, si tu es trop fatigué, reste à la maison, c'est à la maison, ou alors il faut au moins à 8h pour arriver à 8h30. Je peux pas, je dois réfléchir, je peux pas répondre. C'est-à-dire que si vous voulez, ma expérience personnelle, les enfants sont habitués, ils savent que tu es la petite bourre, donc je ne peux pas vous répondre. Si un enfant veut faire cette fille à la maison, est-ce qu'il faut le laisser faire cette fille à la maison? C'est pas évident. C'est pas évident. Ce que je dis, c'est avoir une certaine souplesse par rapport aux horaires. Mais est-ce qu'il faut le... Bon, je peux pas vous répondre. Je crois qu'il faut le mettre des conditions. Moi, je vois depuis que j'habite devant la Knesset à Gadol, à Koufsaba, où il y a un office toutes les demi-heures, depuis 5h du matin jusqu'à 9h, puis 5h30. Tu vois que mes enfants, ils disent fascinant, parce qu'ils ont les conditions. Quand j'habitais à Moshe Dayan, on n'est pas l'office à côté. Alors c'était un problème, il y a 2 ans, déjà, les enfants. Donc le problème, je crois qu'à nous, c'est de leur dire aux enfants,
c'est les vacances. Mais tu sais qu'à 9h, ici tu peux le faire, à 8h30 tu peux le faire. Ça, c'est à nous de leur mettre les conditions. La remarque n'est pas là, la remarque est-ce qu'on doit aller jusqu'à dire, et si t'es trop fatigué, tu peux rester... C'est pas un mais, c'est pas un mais, tu le laisses, mais bon, pas C'est là, on va C'est à nous de mettre les conditions, c'est-à-dire de dire, regarde, voilà, tu peux le faire, là, tu peux le faire. Bon. Par les conditions, on va expliquer que c'est possible. Si vous voulez, répondre ponctuellement à votre question, je peux répondre, je vais réfléchir. On parlera de manière générale, on parlera plus tard de comment entraîner un enfant à faire les mitzvot. Donc ça rentre, il y a un sujet général qu'on verra de manière beaucoup plus large. Une réponse concrète, je vais réfléchir. J'ai un gros problème par rapport à ce que vous venez de dire. Je comprends votre approche en disant justement de manière pas trop contraindre l'enfant, lui dire par exemple, c'est les vacances à la maison, c'est beaucoup plus cool qu'à la yeshiva. Je pense qu'un enfant en autre, il ne va pas du tout percevoir les choses de la même manière. Un enfant va peut-être être capable de dire, ah c'est super, à la yeshiva c'est 7h, ici c'est 9h. L'autre enfant va pouvoir dire, de toute façon, de l'homme jamais, que je sois à la yeshiva ou que je sois à la maison, on est toujours en train de me donner des ordres. Ça dépend du caractère qu'il a. Moi je sais que j'étais dans la deuxième catégorie. J'entends. Bon, Bon, je veux dire, encore une fois, c'est sûr que... On aurait fait Shacharit à 5h de l'après-midi, ça aurait été encore un ordre, je ne vais pas passer. Bon, j'entends, mais j'entends. C'est sûr que ça doit être, c'est sûr qu'il y a un contexte, donc, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut donner. Je vous donne un autre exemple. J'aime pas les journaux. Je pour en avoir été un qui, franchement, je sais pas comment mes parents Je donne un autre exemple. Personnellement, j'aime pas les journaux. Même les journaux Haredi, j'aime pas. Je serais très content si ça bon. Mais mon fils, ce Shabbat, il a Shabbat Roufcha. Donc il a pas yeshiva. Maintenant, est-ce que je peux acheter le Yated de Yom Shishi? Le Yated Teyman, pourtant c'est un journal avec une grande barbe. Hein. Mais d'habitude, non, j'aime pas, et donc les enfants ça. J'ai dit oui, Shabbat Roufcha, tu es en vacances, d'accord. Sentir, donc, c'est pas quelque chose de négatif dans l'absolu. Bon, lâcher du lest à la maison pour que l'enfant il sente que la maison, c'est pas, on n'est pas tout le temps, il n'y a pas un carcan. Alors on va essayer d'avancer un petit peu par sur ça. On va pas aborder le problème de la gâterie aujourd'hui. Il y a un détail qui est important. Chaque enfant a besoin d'entendre de temps en temps qu'il est spécial, qu'il est mieux que les autres. Ah mon fils, tu es mon aîné. Le petit, mais mon petit, ah, tu es mon dernier. Ah toi tu es appelé d'après mon grand-père. Tu sais comme si c'était ton grand-père. Toi ma fille, tu dessines, tu es une artiste, Chagall il est petit par rapport à toi. Donner à chaque enfant la sensation qu'il est mieux que les autres. Après il fait attention, pas le faire devant les autres. Hein, pas devant les autres, mais donner à chaque enfant un moment où l'enfant ressent qu'il est spécial. Il faut bien entendu trouver les mots qui correspondent. Ça demande un investissement. Il faut que ça soit spontané, mais vous savez que le spontané ça peut être réfléchi. Avant d'arriver à l'exprimer, on réfléchit. Donc il faut trouver le point dans lequel l'enfant il est un enfant qui a un bon cœur, il aime faire des cadeaux. Mais ma fille, mais tu as un cœur en or, comment tu fais? Donner à un enfant la sensation qu'on l'apprécie, qu'il est particulier. Il y a l'inverse, Rabota, il y a l'inverse. Chazal disent pourquoi est-ce qu'on allait en Égypte? Une des manières de voir pourquoi on est allé en Égypte, c'est à cause de il y a marqué dans la Gemara, dans Shabbat, Bishvil Mishkal Shte Slaim Milat, à cause d'un peu de soie, nous sommes partis en Égypte. Parce que Yosef a reçu un habit que ses frères n'ont pas reçu, ça a entraîné toute l'histoire de Yosef et ses frères. On doit, dans un foyer où on veut qu'il y ait la chaleur, on doit éviter les sources de jalousie. Alors, il y a un problème concret lors de la naissance d'un nouveau-né. Lorsqu'il y a un nouveau-né qui arrive à la maison, c'est une remise en question des autres enfants, surtout de l'avant-dernier. L'avant-dernier, jusqu'à présent, c'était le petit, c'est celui-là qui recevait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. C'était toujours et maintenant, tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui attire l'attention. C'est une remise en question, c'est difficile à vivre. Imaginez-vous que dans votre travail, on a donné l'avancement à un de vos collègues et vous non. Imaginez-vous que lui a reçu un compliment et vous non. Ça vous mange, hein, pour parler d'une manière propre. Mais lorsqu'on ressent, entre guillemets, une injustice, que quelqu'un d'autre est favorisé, pas nous, c'est quelque chose que même pour un adulte, c'est réussi à vivre. Un enfant qui jusqu'à présent ressentait qu'il était le centre du monde, tout d'un coup, il a perdu sa place, pour lui c'est très difficile à vivre.
Et comment gérer ça? Bon, d'abord, lorsqu'il y a une naissance, donc l'avant-dernier, il faut le prendre, lui parler, lui consacrer du temps, c'est-à-dire prendre du temps pour lui, lui raconter des histoires, lui montrer temps pour lui, lui raconter des histoires, lui montrer qu'il reste l'enfant qu'on aime, etc. Il y a un truc que les grand-mères donnent qui est très bien, c'est l'enfant, lorsqu'il revient de la clinique, le bébé, il amène un cadeau au grand. Hein. C'est-à-dire que la première approche, la première rencontre entre le bébé et le concurrent et l'autre, c'est il m'a amené un cadeau. Donc, on s'est dit il faut donner à l'enfant, habituer l'enfant à le responsabiliser, à ce que lui aussi il aura sa part dans l'éducation de l'enfant. Je me rappelle une grande rabbinite de Bnei Brak avec laquelle on a une relation, on est après une naissance, on est allé chez elle et elle a dit à mon aîné, ben tu sais maintenant quand ton petit frère il va grandir, toi tu vas l'accompagner au Heider, tu vas l'amener au Talmud Torah, toi tu vas lui apprendre un peu la levette, donc de le responsabiliser. Une fille, ben, tu aides maman, tu me donnes la sucette au bébé, donner à un enfant une part de responsabilité pour que il se sente, ah, on me fait confiance, lui c'est un petit, moi je suis une grande, c'est pas un concurrent, je suis plus que lui. Dans un foyer, il faut ressentir qu'il y a un amour, qu'on est une famille. Le Shabbat, on parlera du Shabbat, un sujet que je veux développer parce que je pense que le Shabbat c'est quelque chose d'essentiel, lorsque c'est bien vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors le Shabbat c'est un des moments où on donne à un enfant cette idée de chaleur, qu'on est tous une famille unie, etc. Il faut trouver des moments où on dit c'est du kiff d'être tous ensemble, vous êtes tous fantastiques, vous êtes tous magnifiques. Donner aux enfants l'impression qui est réelle, qu'on fait tous partie, on est un bloc, on est unis, on s'aime tous, on vit tous ensemble. Alors je vais aborder maintenant la question de aimer et gâter et aimer. Alors, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas aimer, qui refusent de me montrer des marques extérieures d'affection. Pourquoi? Parce que ils se disent ça va être pris comme de la gâterie. Alors en fait, celui-là qui n'a pas compris ce que c'est aimer, qui n'a pas compris ce que c'est gâter, peut se tromper. Dans l'absolu, gâter, c'est exactement l'inverse d'éduquer. Gâter et éduquer, c'est deux mondes. C'est quoi, en introduction, c'est quoi un enfant gâté? Un enfant gâté, c'est Ani rotse, ani chayav le kabel. Je veux, je dois recevoir. C'est l'enfant qui pense, même lorsqu'il n'y a aucune logique dans ses exigences, qu'il n'y a pas besoin de transiger. On doit me donner, je dois recevoir. Donc ça c'est en deux mots l'image de l'enfant gâté. Donc on le voit, l'enfant gâté ça se voit, l'enfant qui refuse d'obtempérer dans des choses essentielles, qui se responsabilise pas, il range jamais sa chambre, lorsqu'il a terminé de jouer, il range pas ses jouets. Pardon? 4 ans, 5 ans, 6 ans, 1 an ou 2 ans, non, mais il y a un âge, gâter, on verra que gâter aussi à 1 ou 2 ans, il faut savoir pas gâter un enfant, mais les exemples que j'ai donnés, c'est à partir d'un âge où l'enfant il a une certaine compréhension. Comment vous dites le fait de ne pas ranger ses jouets et les gâter? Bon, je vais répondre à cette question dans la suite. L'enfant doit ouais. Pardon? C'est boliche, ça va pour ranger. Ouais. Bon, on va, vous allez. Maman va tout faire d'ailleurs, on va tout faire d'ailleurs. Bon, je suis à l'introduction. On développera un peu ces idées, donc j'espère que ce sera plus. Je vais quand même vous donner le cadre pour qu'on va développer. Un enfant qui grandit lorsqu'il est gâté, c'est un enfant qui va devenir un tyran, un dictateur. Dans la maison, cet enfant, lorsqu'il va grandir, sera un enfant raté. Il pourra pas. Ce sera un enfant raté. Socialement, quelqu'un qui est gâté, c'est quelqu'un qui est insupportable. Il y a deux sortes de gâtés. Oui, je parle de l'enfant. Je parle pas d'une gâterie. Je parle de l'enfant gâté. C'est pas une gâterie, je parle de l'enfant gâté. Donc lorsque le problème c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant est gâté et qui se retrouve en société? Il y a deux manières de faire. Celui-là qui est de nature discrète, il va se ronger en silence. Chaque fois qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut obtenir, ce qu'il pense avoir droit, parce que la société ne le gâte pas.
à la maison, on le gâte, mais dans la société, il ne reçoit pas ce qu'il reçoit à la maison. Et chaque fois, intérieurement, il va exploser. Et ceux qui sont d'un naturel un peu plus ouvert, ils explosent. Et donc ils explosent avec des cris. On voit parfois des scènes, c'est inimaginable. Je pense que vous avez tous des scènes en vous, en société, on voit des gens qui perdent la face. Pourquoi? Parce que ils s'imaginent qu'ils ont droit à tout et que tout leur revient. Et d'où ça provient? Ça provient que les enfants ont été gâtés. Il faut savoir que gâter à la base, c'est une qualité, c'est quelque chose qui s'imprègne dans l'âme de l'enfant. C'est un égocentrisme, c'est un amour de soi-même qui est accompagné de paresse. Donc, mais c'est quelque chose qu'on peut progressivement soit aggraver, soit au contraire, on peut réparer. Alors, la base, la source de la gâterie, c'est d'habitude une mauvaise habitude que l'enfant a acquis, que ses parents ont malheureusement donné à l'enfant. Alors que les parents n'ont pas assez de force, n'ont pas assez de courage pour dire non à un enfant. Lorsque les parents recherchent une tranquillité passagère, ils refusent la confrontation avec l'enfant. Lorsque les parents n'ont jamais essayé de dire non à un enfant, l'enfant a grandi, ce qu'il voulait faire, il pouvait faire, alors cet enfant, il va être gâté. Alors, la différence entre l'amour et la gâterie, c'est une différence entre le ciel et la terre. L'amour, c'est donner, c'est un investissement, alors qu'en fait, les parents qui gâtent, c'est la paresse, et c'est un manque de réflexion réelle. Donc la différence entre l'amour et la gâterie, c'est un peu comme prenez un cuisinier, un chef, il va préparer avec beaucoup d'amour un poulet rôti en mettant des condiments, etc. Ça c'est aimer, c'est un travail, c'est s'investir, et gâter, c'est prendre le poulet et le jeter au feu. Ça n'a rien à voir. Donc aimer, c'est s'investir. Je précise qu'il y a des parents qui veulent éduquer leurs enfants, mais qui se laissent entraîner par une certaine situation, et à la fin, ils cèdent, ils se plient à toutes les exigences du petit dictateur, du petit tyran, parce qu'ils n'ont pas la patience d'endurer une confrontation. Parce qu'ils veulent terminer rapidement un conflit avec un enfant, les parents, en hébreu il y a un terme mevatrim, je sais pas on dit ça en français, vitour, ils cèdent. C'est un amour superficiel. C'est très fréquent avec les enfants uniques. Et il y a une absence on se déconnecte de la réalité, on n'est pas conscient qu'en fait on est en train de détruire l'enfant. D'ailleurs, quand on veut qualifier un enfant gâté, on dit souvent c'est un fruit gâté. C'est pas le fruit gâté, on dit. Oui, parce que ça pourrit. Dans le sens vrai du terme. C'est une pourriture non pas organique, mais c'est une pourriture de l'âme. Donc l'amour c'est la base du chinour, la gâterie c'est une déviation. Lorsque on aime un enfant, on se donne à eux. Lorsque on gâte un enfant, on est en train de donner, de devenir un esclave de l'enfant. Les parents, parfois les frères et sœurs deviennent des esclaves, deviennent des serviteurs des domestiques de l'enfant. L'amour c'est donner de la chaleur. Par contre, gâter un enfant c'est des actes qui très souvent sont sur le compte parfois du budget familial, parfois sur le temps et la santé des parents, parfois c'est une remise en question de valeurs éducatives qu'on a choisies, parfois c'est contre la halakha. Un enfant il tape du pied, je veux maintenant du chocolat au lait. Et la maman qui cède, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas 6 heures qui sont passées, mais il est encore petit, il n'est pas encore bar mitzvah, donc on va lui donner ça, etc. C'est donc chaque fois que les parents cèdent à une exigence, c'est pas de l'amour, hein, c'est perdre des valeurs et gâter. C'est impliquer que l'enfant, lorsqu'il va grandir, cet enfant malheureusement, ça sera un enfant malheureux, ça sera un enfant raté. Voilà, la semaine prochaine on va continuer là-dessus.
Donc ce sujet de l'amour, j'aimerais dire un mot sur Pashta Shavua. On voit l'intendant de Abraham, Eliezer. Il est nommé pour chercher une femme pour Yitzhak. Alors, Eliezer, c'était Rachidi Moshel B'Kol Asher Lo. Donc il avait le droit de signature sur les chèques. C'était il gérait tous les biens d'Abraham, et Abraham était très riche. Donc c'était quelqu'un qui avait la totale confiance au niveau des biens matériels de la gestion des affaires d'Abraham Avinu. Lorsqu'il s'agit maintenant de passer à quelque chose de spirituel, l'approche d'Abraham est totalement différente. Et je pense que c'est un peu une remise en question d'une certaine approche chez nous. Lorsque on s'engage dans l'acquisition d'un bien matériel, on vérifie. On se suffit pas des paroles du propriétaire du magasin. Et je vous le garantis, il n'y a pas de problème, il marchera. Non. Lorsqu'on prend un artisan, on lui demande de s'engager par écrit, à juste titre, parce qu'on ne veut pas se faire avoir. Mais on compare, on fait des recherches, on demande autour de soi. Trop souvent, lorsqu'on arrive à un acte spirituel, à une mitzvah, on se suffit d'une parole. Oui, mais c'est cachère, tu vois pas que c'est cachère? J'ai une boîte de tzedaka sur le comptoir, et tu poses encore une question, tu demandes encore si c'est cachère ou pas, mais ça va pas. Et on se suffit, ouais, mais il dit que c'est cachère, donc c'est sûr que c'est cachère. C'est vrai pour les aliments, c'est vrai pour parfois d'autres actes spirituels, que ce soit la télé, des mouvements, etc. Ah, mais il a dit, quoi, tu remets en question, mais je comprends pas, il faut avoir confiance au sang. Donc vous connaissez ces réactions malheureusement trop fréquentes. On a un problème par rapport à Shabbat, on a le droit de faire ça, on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Le deuxième ignorant du quartier, il n'a jamais étudié Chod Shabbat, il dit c'est bon, on a le droit de faire ça, j'ai une fois entendu ça. Ben oui, mais il a dit, c'est sur ses épaules à lui. Non. Donc, malheureusement, lorsqu'on arrive à un acte religieux, trop souvent, on fait confiance, une confiance aveugle, parfois c'est pas confiance, c'est qu'on refuse de réfléchir. Abraham, c'est exactement l'inverse. Dans tout ce qui était matériel, il faisait confiance à Eliezer. Lorsqu'il s'agit de la pérennité du clan Israël, de marier, de trouver un shidduch à son fils, il a demandé un engagement, ce qui est de plus grave au niveau de la Torah, au niveau d'un engagement, une shvoua jurée, c'est quelque chose qui est très très grave. Alors je vous dis, ne dites pas même en français je te le jure. Il y a marqué dans la Gemara que chaque fois qu'on dit un truc comme ça, le monde, c'est un tremblement de terre. La choix, c'est quelque chose de très très grave. Le serment, je te promets, etc., c'est quelque chose on doit tout faire pour ne pas dire ces termes. Parce que la promesse, le serment, l'engagement, c'est quelque chose qui est très très fort. Et Abraham a demandé ça à Eliezer. Pourquoi il a demandé ça? Parce que lorsqu'il s'agit de spiritualité, des mitzvot, il ne suffit pas d'un engagement. Il ne suffit pas qu'Eliezer dit oui, tu ne fais pas de soucis, je m'en occupe. Non. Il a fallu que Eliezer fasse une shvoua en prenant donc le premier objet de mitzvah que Abraham avait. Et vous imaginez-vous la scène? Est-ce que tu me fais plus confiance? Mes actions à Wall Street, etc., tu me fais confiance? Non. Lorsqu'il s'agit de mitzvot, on doit avoir une autre approche, on doit se responsabiliser.